Alors, tout a commencé étant jeune dans une famille très traditionnelle, avec des parents Ah! qui n'imaginaient pas être autre qu'ingénieur, médecin ou avocat ou des trucs vraiment très, très, très classiques et traditionnels. Et tout a changé le jour où je suis devenu papa avec mon épouse. Je travaillais sur des gros projets et elle, c'est elle qui m'a inspiré là-dessus. Elle a commencé à clairement vouloir éduquer autrement. C'est comme ça que ça a tout petit peu germé. Et puis au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que ce qu'elle faisait avec les enfants, en fait, il y avait quelque chose de particulier que je ne reconnaissais pas du tout de mes propres comportements petits. Et c'est ça qui a été la source de mon inspiration. Et j'ai commencé à tester ça dans des grandes entreprises. Là, à cette époque-là, on était aux États-Unis et je gérais des projets je gérais un gros, gros projet de 300-400 millions d'euros, de dollars d'ailleurs, dans le Kentucky. Et en fait, j'ai voulu tester toutes ces jolies lignes d'éducation qui expliquent on peut travailler autrement, on peut collaborer autrement, et je me suis dit: «Mais si je testais ça sur mes projets?» parce que les gens ont tendance à se tirer dessus, à tirer chacun un peu la couverture de ce côté, à pas s'écouter, à pas vraiment savoir ce qu'ils ont besoin. Et donc j'ai commencé à expérimenter ça là et ça m'a tellement passionné, qu'en 2017, j'ai décidé de quitter les États-Unis, mon poste, faire un break, dans l'idée d'accompagner les entreprises. Et à ce moment-là, l'entreprise pour laquelle je travaillais, que j'ai quittée dans 9 mois, m'a proposé de reprendre l'entreprise en France et ils m'ont ouvert la porte à dire: «Mais si tu veux, tu peux en faire une entreprise opale, une entreprise libérée, on peut l'appeler comme on veut, avec une gouvernance différente». Et donc c'est le propriétaire de cette ancienne entreprise pour qui je travaillais, qui m'a dit: «Bah, en fait, tu as envie de faire autre chose, fais-le toi, là-bas, plutôt que d'accompagner des entreprises». Et donc j'ai commencé comme ça. J'ai essayé de changer une entreprise existante avec un groupe dont moi j'étais responsable de la France, mais du coup je ne voulais pas être responsable. J'avais pris la responsabilité de la France, mais je voulais plus être responsable de la France, je voulais gérer ensemble avec toute l'équipe. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et petit à petit, donc, après l'éducation, le tester avec les enfants, j'ai commencé à le tester en entreprise et plus je voyais les résultats qui en sortaient, plus ça me passionnait. Je ne pouvais plus m'arrêter là. Donc, je sentais que ça augmentait du chiffre d'affaires, ça augmentait des revenus. Je voyais que c'était plus cool avec les enfants. C'est pour ça qu'on en a 5 d'ailleurs. J'en aurais jamais eu 5 si j'étais dans une éducation traditionnelle qu'à la maison, j'aurais même pas survécu. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, mais plus je me dirige vers ce mode de fonctionnement, plus en fait, j'arrive à faire plein de choses qui me passionnent l'un à côté de l'autre. Et donc voilà, je crois que c'est là vraiment qu'il y a eu un cheminement. Et puis, pourquoi j'ai arrêté d'être chef d'entreprise en France, c'est que j'étais dans un groupe et en fait, je me sentais tiraillé entre mes équipes et le groupe en tant que tel. Et en fait, ça devenait épuisant de travailler avec des clients et j'étais plus dans un mode de convaincre les autres de comment fonctionner que de vraiment fonctionner autrement. Et donc voilà, j'ai décidé de créer de l'espace et de me mettre à mon compte et du coup accompagner des gens qui veulent faire des projets et qui veulent travailler différemment ensemble. Tout au début, même mon épouse m'a fait lire un livre d'éducation, un petit livre. J'étais en avion, j'ai traversé l'Atlantique avec ce livre. Il était magnifique, il était super bien écrit, mais j'y croyais pas un instant. Je venais tellement d'un modèle où j'ai tellement expérimenté autre chose que je ne pouvais pas imaginer comment en fait un enfant allait naturellement vouloir coopérer en fait. Comment est-ce il avait envie de participer sans qu'on lui oblige. J'avais tellement eu l'habitude qu'on me dise ce que je devais faire que c'était inconcevable pour moi en fait. Et c'est vraiment mes enfants eux-mêmes, ils avaient 2 ans, ils étaient tout petits à cette époque-là. Je voyais qu'ils avaient des tendances à venir, à essayer de faire parce que mon épouse était à l'écoute, elle essayait de mettre en place, elle créait des environnements un peu comme mon Montessori, où c'était accessible pour eux, ils pouvaient faire eux-mêmes, c'est ce qu'on appelle dans le livre de Frédéric Laloux le self-management. Mais en fait, ça commence à 1-2 ans. À 1-2 ans, je le voyais faire des choses d'eux-mêmes, je les voyais prendre des initiatives et je les voyais avoir du plaisir en fait. Non. Frédéric Laloux, Reinventing Mais là Organisé. Et là-dedans, il y a 3 étapes. Il y a self-management, wholeness et evolutionary purpose. Et donc, self-management, pour moi, c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué. C'est qu'en fait, l'enfant, mon épouse clairement fonctionnait autrement avec eux, en fait, naturellement, ils étaient curieux, ils avaient envie d'apprendre, ils avaient envie de participer, ils avaient envie de partager. Et c'était pas dans un aspect où il y avait papa, maman qui dit maintenant tu fais ça et c'est parce que je te l'ai demandé. C'était juste que eux voulaient couper les carottes, ils voulaient dresser la table, ils voulaient débarrasser la table, ils voulaient ranger la machine. En fait, ils avaient envie d'apprendre à faire tout seul, ils avaient envie de devenir autonomes, en fait. mmh Alors que moi, je fouillais plutôt tout ce qu'on m'obligeait de faire parce que j'étais en opposition à ça. Et donc, moi, ça a été vraiment fulgurant pour moi de me dire, en fait, si je ne mets pas les gens en opposition, ils auront ouais. peut-être naturellement envie de travailler, en fait.
Et c'est ça que j'ai expérimenté. Sur les projets, en fait, beaucoup de gens étaient en réaction de contre quelque chose. Une fois que tu les écoutes et tu cherches leurs besoins, en fait, ils commençaient à avoir envie de travailler, envie de chercher. Et donc, l'attitude des gens changeait complètement. C'est vraiment là le tout premier déclic, c'est de me dire si je travaille autrement avec eux, ils auront plus envie et on va arriver sur une autre dynamique et un autre mindset de réunion, de travail ensemble. En fait, la première chose pour moi, c'était qu'on arrête de décider pour les autres. C'est avant tout, en fait, ouvrir et comprendre, en fait, le besoin de chacun. Quand j'arrivais dans une réunion, j'essayais avant tout de sentir, en fait, ce qui se passait. La première chose que je sentais, c'était de la tension, souvent, de sentir, en fait, dans l'atmosphère que les gens disaient des choses, mais il y avait quelque chose d'autre caché derrière. Et donc, la première chose que je faisais, c'était poser des questions. Comme le dirait, mais je ne connaissais absolument pas le coaching à l'époque, mais la première chose que je faisais, c'était d'essayer de vraiment comprendre, de poser des questions, de dire, OK, tu veux ça, mais c'est quoi vraiment derrière? Et lui, il veut ça, mais comment est-ce qu'on allie les deux? Et donc, c'est vraiment fait de la facilitation et de la médiation. Et petit à petit, en fait, on voyait que ça avançait et les gens reformulaient. Et petit à petit, on co-créait une solution où tout le monde avait l'air de se dire, ah bah oui, avec ça, je peux fonctionner. Et là, en fait, toute la dynamique d'un projet change. Parce qu'une fois qu'on commence à s'écouter mutuellement, en fait, on sent que le lien se crée et que ça bouge. Euh, mais je pourrais dire, pour être plus précis des choses qu'on mettait en place, c'est typiquement des réunions. En fait, je ne démarrais pas mes réunions en disant, voilà où on en est, voilà où on va, voilà comment ça va sortir. En fait, dès que je rentrais dans une réunion, je ne savais jamais où j'allais sortir. Je crois que c'était là la première étape qui était très changeante pour moi. Mes toutes premières réunions, j'arrivais et j'avais quelque part l'idée de ce que je voulais sortir de ma réunion. Aujourd'hui, j'arrive en réunion, je sais ce que je veux sortir, mais je sais qu'il y a de toute façon autre chose qui va sortir parce que ce n'est pas moi qui le sors en réalité. C'est le fait des gens qui arrivent. Et je crois que c'est ça la plus grosse chose qu'on mette en place. Et après, c'est vraiment avec les personnes qu'on emmène, c'est de retrouver la juste place de chaque personne. Parce qu'on a souvent dans des réunions qu'on connaît classiques, ben, on a le dominant, on a celui qui écoute et qui accepte et qui suit. Et en fait, c'est de réajuster toutes ces places quand on est dans des réunions, de reprendre la juste place de chacun et petit à petit tisser avec ça et co-créer des nouveaux systèmes. La base, c'est que les gens doivent se sentir en sécurité et en confiance. Oui, Ils c'est doivent ça. sentir qu'il n'y a pas de mauvaises intentions en fait, derrière, qu'on cherche juste à sortir des choses ensemble et qu'on n'essaye pas, le mot que j'utilisais, c'est de les arnaquer, en gros. Si on fait ça parce qu'on essaye d'obtenir un but ou de tirer plus de sous, pour moi, à ce moment-là, ça ne peut pas fonctionner. Et là, pour moi, c'est l'intention qui compte à ce moment-là. Une fois que je suis passé en France et où je suis vraiment parti vers un modèle Opal, donc là, c'était plus entre l'enfance et les tests et les laboratoires que j'ai fait aux Ah oui, États-Unis. d'accord. Là où je vais vraiment devenir chef d'entreprise, et là, j'ai officiellement dit, et je leur ai tous, aussi bien au niveau du groupe qu'au niveau des gens avec qui je leur ai clairement dit, moi, j'ai pris la responsabilité d'être chef parce qu'on me l'a proposé et qu'en gros, le propriétaire me fait confiance, mais je n'ai pas envie d'être chef. C'est très clair, je n'ai pas envie d'être chef, mais on va voir comment travailler ensemble. Et là, on a commencé avec le livre qu'on a affiché tout à l'heure, Reinventing Organization. On a commencé à faire des ateliers, leur expliquer quelques thèmes du livre, et on a commencé à mettre des choses en place. Comment est-ce qu'on décide ensemble? Donc à ce moment-là, ben, on était une petite équipe au début quand j'ai démarré, on était 3-4 et puis on est monté jusqu'à 12 au moment où j'ai quitté. Et là, en fait, on a commencé à réfléchir ensemble, de dire, OK, il y a des décisions à prendre, qui les prend, comment est-ce qu'on les prend? Et puis, au fur et à mesure, ça a grandi. Alors moi, mon rêve à cette époque-là, et c'était très, très fort de l'ego, je pense, mais c'était que tout le monde puisse décider de son salaire. Ça, c'était un peu le Graal pour moi. C'est qu'à un moment, on arrive à un stade où les gens choisissent eux-mêmes leur salaire et qu'on sente que nos structures fonctionnent assez bien pour qu'il y ait de l'autogestion là-dedans. Et qu'on arrive en fait à avoir chacun qui décide de son salaire avec un mécanisme précis et que ça ne crée pas de tension ou que voilà, on arrive facilement à faire ça. Alors, j'y suis jamais arrivé. En toute franchise, j'y suis jamais arrivé parce que j'ai senti qu'il y avait des étapes en fait avant ça. Les premières choses, par exemple, un exemple, c'est les vacances. Comment est-ce qu'on prend les vacances? Le groupe poussait très fortement pour que les vacances soient décidées par quelqu'un, soient approuvées sur une application, que, en gros, le chef décide si c'est raisonnable ou pas sur le projet qui prenne des vacances. C'est la première chose qu'on a cassée. J'ai dit aux gens, ben, vous êtes responsable de vos projets, vous assumez vos projets, vous êtes en capacité de savoir si vous pouvez prendre vacances ou pas, de vous arranger avec votre client. Et si jamais il y a un truc qui ne va pas, ben, on se met d'accord ensemble et on voit comment on prend des gens qui peuvent vous remplacer et autres. Donc ça, c'est des mécanismes qui se sont mis assez facilement. Un mécanisme, je me souviens, qui a pris un peu de temps à prendre, c'était typiquement, on avait beaucoup de déplacements parce qu'on construisait des usines à distance. Et c'était comment est-ce qu'on rémunère le déplacement.
qui n'est pas simple pour des jeunes, de devoir partir de chez eux. Ça prend du temps, il y a du trajet. Est-ce qu'on fait ça dans la semaine? Est-ce qu'on fait ça le dimanche soir? Et c'était toutes des questions qui venaient. Et puis, ben, ça coûte beaucoup d'argent une fois qu'on paye des gens à faire du trajet et il faut pouvoir, quelque part, leur facturer à des clients. Donc ça a été une grosse question. Et il y a un membre de l'équipe, on fonctionnait beaucoup comme ça quand quelqu'un remontait une problématique. En fait, souvent, c'était la personne aussi qui allait faire ce qu'on appelait un advice process. Donc, c'est vraiment faire un processus d'avoir les avis de tout le monde, d'aller vérifier les gens, par exemple, celui qui s'occupe des finances, vérifier si c'est faisable financièrement, ce qu'il propose, aller vérifier avec un client, voilà, ils allaient vérifier, aller vérifier que les gens qui étaient impliqués, donc tous les gens qui faisaient des voyages, aller voir si c'était OK ce qu'ils allaient proposer. Et puis, en fait, eux arrivaient, une fois qu'ils avaient pris l'avis de tout le monde, ils arrivaient avec une proposition. Et j'ai remarqué une chose qui m'a fasciné, c'est que parce que moi, je m'écrivais toujours sur un papier en disant, si moi, je devais choisir en tant que chef et que je n'étais pas dans ce mode de fonctionnement, qu'est-ce que moi, j'aurais décidé en tant que chef? Je me l'écrivais sur un papier parce que ça me donnait un repère, en fait. Ça me donnait un repère de me dire, OK, moi, j'aurais accepté ça et ça me paraissait très raisonnable. Tous les exercices que j'ai fait comme ça, à chaque fois, la personne de l'équipe qui prenait ça en charge arrivait à quelque chose de plus raisonnable que ce que j'aurais accepté. Ah À oui. tout. Ça m'a halluciné de me dire, en fait, quand eux deviennent responsables et vont voir chacun de leurs collègues, vont leur poser la question, vont vérifier avec eux si ça fonctionne ou pas. Et c'est pas simple pour beaucoup de gens, et je l'ai vu dans certains membres de l'équipe, aller prendre, par exemple, des décisions sur des vacances et autres pour l'équipe, de dire, OK, ça, c'est le processus qu'on va mettre en place, aller regarder face à face et entendre les émotions de ses coéquipiers, de ses collègues, et faire face à ça et voir qu'en fait, sur 10 personnes, tu as 10 avis différents. Et qu'en fait, un patron, d'habitude, il doit trancher avec ça. C'est pas simple Oui, d'être c'est pas oui, simple d'être patron et de trancher quand tu sais qu'il y a la moitié qui va être content et l'autre qui va pas être content. Et là, en fait, les équipes eux-mêmes, ils expérimentaient ça, le fait d'être quelque part patron pour une décision. C'est eux qui devaient proposer quelque chose en sachant qu'il y avait une partie de leurs collègues et de leurs copains qui ne seraient pas d'accord, et une autre partie qui serait content. Et donc, ils devaient naviguer avec une proposition qui était raisonnable pour tous et qui rentrait dans les finances, qui rentrait dans les ressources humaines, qui rentrait dans ce qui est la gestion globale d'une entreprise. En fait, tu sens dans l'atmosphère si les gens osent parler ou pas. Et quand ouais. quelqu'un commence à avoir sa peur et prend le dessus sur tout le monde et commence à argumenter et qu'on voit tout le monde se tait, on sait qu'on n'est pas bon. Et il y a beau être légalement en gouvernance partagée, il y a beau être en coopérative d'habitants, tout ce qu'on veut, pour moi, à ce moment-là, on n'y est plus. Ouais, ouais. Et on peut être aussi bien en hiérarchie très classique, où il y a beaucoup de paroles ouvertes et que les gens osent se dire les choses, que dans une gouvernance partagée en termes de statut légal, des finances et tout ce qu'on veut. Et pourtant, il y a quand même bien quelqu'un qui décide et il y a bien des pouvoirs qui se mettent en place. Donc pour moi, aujourd'hui, si j'ai appris une chose, c'est qu'on soit en hiérarchie dans un grand groupe de manière très, très traditionnelle ou dans une coopérative, un éco-village, les mêmes mécanismes peuvent se faire, même si officiellement, sur papier, on aurait dit, mais non, ils sont en gouvernance partagée. Ben, pas toujours, en fait. Dans l'invisible, pas toujours. Dans le visible, oui, mais dans l'invisible, pas toujours. Autre que les entreprises où j'ai travaillé et où je travaille toujours, en fait, j'ai vraiment 2-3 parties de ma vie parce que je suis assez bien actif dans une école démocratique aussi. On accompagne les jeunes. Mais mes enfants sont en instruction en famille, certains, une partie de mes enfants. Et puis, on a vécu, parce qu'on est en train de bouger pour l'école pour l'instant, dans un éco-village, un écolieu. Et donc, effectivement, je vis dans des domaines très différents, dans des environnements très différents des entreprises très classiques et hiérarchiques, où en fait, il y a pas mal de coopération dans certains cas. Il y en a d'autres où il n'y en a pas du tout, où c'est une hiérarchie très, très dure, où je peux travailler. Et en fait, même chose pour moi dans les écolieux et les associations que je peux accompagner. Il y en a qui sont légalement dans des systèmes qui sont tout à fait de la gouvernance partagée sur papier, Oui. mais quand on participe aux réunions, on sent qu'il y a des petites tendances dans un sens ou dans l'autre et que je n'oserais pas dire qu'il y a un endroit plus propre que l'autre. Disons-le comme ça. Ça dépend vraiment cas par cas et ça dépend probablement des moments. Alors moi, je vais être très clair. Je pense qu'elle peut fonctionner partout. Je crois que c'est une question d'humain plus que d'environnement. Alors, j'ai clairement pas tout testé, donc je ne pourrais pas valider que tout est possible. Mais je vis quand même dans des environnements très différents, que ce soit dans des écoles, dans des associations, dans des écolieux, dans des grosses entreprises comme Schneider Electric, ArcelorMittal et autres. Alors forcément, vous connaissez tous que Schneider Electric ne l'est pas, mais je peux vous dire que typiquement un client comme Schneider Electric, parfois, j'ai l'impression qu'il y a plus de décisions qui sont prises en commun que dans un écolieu. Donc comme quoi,
Je pense qu'il faut, voilà, je crois que Schneider Electric est pour moi un bon exemple. C'est un client que j'ai depuis longtemps et j'ai pas été à tous les niveaux chez eux. Mais en fait, quand je suis sur les projets avec eux, c'est sûr qu'ils fonctionnent en hiérarchie, mais il y a quand même un modèle qui est bien intégré dans cette entreprise où c'est rarement une personne qui décide et je ne l'ai jamais eu chez eux où tout à coup quelqu'un vient et fait changer toutes les décisions parce que lui a décidé. Donc, et c'est pas pour autant qu'ils sont en gouvernance partagée. Donc moi, je suis devenu plus mitigé. En fait, ça ne m'intéresse pas tellement de savoir s'ils sont parfaitement en gouvernance partagée, oui ou non. Ce qui m'intéresse plus, c'est comment réellement ça se passe sur le terrain, en fait. Dans les réunions, avec les gens, le respect l'un par rapport à l'autre, ça me paraît tellement plus essentiel que de se dire qu'on est parfaitement. Et qu'est-ce que ça veut dire être parfaitement en gouvernance partagée? Mais moi, je pense que c'est possible partout. Je crois que c'est une question d'humain. Et je pense que par exemple, pour mon avis personnel pour une société aussi grande que Schneider Electric, elle a peut-être besoin un peu de temps pour pouvoir, si elle le souhaite un jour, pour pouvoir passer là-dessus. Parce qu'il y a tellement de couches, il y a tellement de personnes, et je crois que c'est vraiment un espèce de mouvement collectif. Et j'aurais tendance à croire que plus on est nombreux, plus ça prend un petit peu de temps pour mettre des procédures en place, même si je pense que ça peut aller vite s'il y a une vraie décision de chef et de hiérarchie de changer de modèle. À chaque fois que ça résiste au changement, c'est quand on rentre dans quelque chose qui est une blessure ou je ne sais pas comment on veut le nommer, qui est une blessure, qui est une ombre ou peu importe ce qu'on veut dire de la personne et où là, en fait, on patine parce que tant que la personne n'est pas prête à l'accepter, on va être, je crains, on va être coincé. Donc, je crois que la résistance la plus forte, c'est des personnes et puis après, c'est les structures. Si le chef d'entreprise ne veut pas changer, en fait, là, moi, je m'arrête. En fait, j'ai pas fait pendant longtemps, j'ai pas été très sage là-dessus. J'ai voulu pousser, tirer et forcer un petit peu. Et honnêtement, je crois que je m'épuise pour rien. Parce que je pense qu'en tant qu'accompagnateur, on doit être à l'écoute de là où on est, des personnes avec qui on est, se positionner, se dire ce qu'on veut. Mais si eux ne veulent pas y aller, en fait, quel intérêt on a de pousser quelqu'un à aller en gouvernance partagée alors qu'ils n'ont pas envie, qu'ils sont peut-être pas prêts, que c'est peut-être même pas juste pour eux d'ailleurs. Euh, donc voilà, les passages et la constellation des passages, mais c'est vraiment un environnement où il y a un écolieu, un habitat groupé, un habitat participatif qui a cherché à chercher comment légalement et financièrement et en termes de gouvernance, ils pouvaient accorder leur valeur à leur fonctionnement vraiment très structurel en fait. Et donc les passages, ce qui s'est passé à Dieulefi, ils ont commencé à créer un modèle qui fonctionnait et où ils étaient en fait en accord avec leurs valeurs et leur utopie quelque part et la manière dont ils fonctionnent. Ça c'est vraiment fait, les passages c'est construit sur l'habitat participatif et les hameaux, les écolieux, etc. Moi, j'ai été occupé pendant un an pour développer avec Vincent Candra et les personnes des passages au niveau international. Et c'est là que moi, j'ai découvert le modèle des passages. Donc, je connaissais la partie entreprise avec Frédéric Ladoux et autres. Je ne connaissais pas les écolieux qui étaient en contact, mais je ne connaissais pas le modèle des passages. Donc, vraiment, pendant un an, j'ai bien appris ce modèle-là. Et ce que j'adore dans ce modèle-là, c'est que ça regroupe pour moi l'humain et le purement structurel, le financier, le légal, comment qu'on reflète en fait nos valeurs dans nos textes, dans nos contrats, dans nos manières de fonctionner ensemble quand on est en gouvernance partagée. Et moi, mon rêve à travers Copain, c'est de créer ça au niveau de l'entreprise. Donc, je vais prendre un exemple très clair. Pourquoi aujourd'hui, la construction de voitures, par exemple, appartient des actionnaires ou appartient à quelques personnes. Alors qu'au final, il y a plein de gens qui travaillent là-dedans. Pourquoi est-ce que cette industrie ne pourrait pas être un bien commun? Parce que quelque part, aujourd'hui, il y a plein de gens qui utilisent des voitures. Ça pourrait tout simplement être un bien commun où c'est comme une coopérative. Alors, on en a aujourd'hui, on a plein d'exemples de petites coopératives. Mais ça me paraîtrait logique que toutes nos grosses entreprises, un jour, deviennent des grandes coopératives où c'est les gens qui travaillent qui en fait récoltent quelque part le fruit de leur travail, ou en tout cas soient partagés avec les gens qui participent et qui partagent comme on le fait dans un écolieu ou dans un habitat participatif. Ça existe et je les connais probablement, sûrement pas toutes déjà, et beaucoup trop peu. Mais moi, ça a toujours été un rêve au fond de moi, de me dire, j'ai travaillé dans l'alimentaire aussi, et de me dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas de mettre en commun? Parce que qu'est-ce que je trouve magique à l'industrie, c'est qu'on peut faire des choses à grande échelle, on peut faire des choses quand même vachement optimisées, vachement efficaces et efficientes. Malheureusement, l'industrie est aussi une pompe à fric, soyons honnêtes, et donc elle est, je crois, souvent très mal utilisée. Mais je rêverais que demain, en fait, on retrouve vraiment du sens derrière ces entreprises. Moi, je ne suis absolument pas contre l'industrie, mais l'industrie raisonnable, sage, et qui fonctionne bien, et qui est vraiment au service de la vie, en fait, au Service service de de l'humain. l'humain.
de l'humain et de la vie, mais pas dans ces excès de consommation où on est prêt à construire et faire n'importe quoi pour se faire de l'argent. Euh, donc voilà, moi, ce serait ça mon rêve à travers Copa, c'est d'arriver un jour à un stade où on arrive à transformer petit à petit des grandes entreprises. Et il y a un domaine qui pour moi me paraît assez essentiel et qui fonctionne quand même, c'est l'agriculture. Toutes ces grosses machines et tout, comment pas les mettre en commun. Le modèle du chocolat aussi, c'est un bon exemple. Aujourd'hui, les fèves de chocolat, il y a en gros 4 gros joueurs majeurs qui font à peu près tout le chocolat sur la Terre. Après, il y a très peu de gens en fait qui prennent les fèves et qui font du chocolat. Ça va souvent dans des grosses usines qui D'accord. transforment les fèves en chocolat et puis qui ils vendent le chocolat à des gens. Donc, je sais pas quel pourcentage exact, mais c'est énorme. Ces entreprises-là, typiquement, pourquoi ces entreprises-là ne sont pas en commun et ne sont pas des biens communs en fait à nos sociétés globalement et en coopératif. Aujourd'hui, j'accompagne le projet Adodan, et le projet Adodan, c'est une femme qui est à la source de ça et qui rêvait d'accueillir chez elle à la base une maman en difficulté enceinte. Et puis petit à petit, elle a fait grandir ça et elle veut construire une maison d'accueil avec des seniors isolés et des mamans en difficulté. Donc c'est un projet, d'ailleurs il y a un article qui est sorti dans la presse la semaine dernière, qui est en construction, qui est en train d'évoluer. Et là, ça va être la même chose, de voir comment est-ce qu'on peut faire une gouvernance partagée et construire un projet qui est beaucoup plus social que ce que j'ai fait dans ma vie, parce que j'ai été quand même beaucoup en industrie avant. Mais c'est tout aussi passionnant de se rendre compte que les mêmes mécanismes et les mêmes peurs humaines arrivent en fait dans ces projets-là. Le projet qui est en cours aujourd'hui, je n'ai pas encore pu répondre, mais il y a une offre qui est en cours. C'est pour le hameau des Noustétans qui voudrait créer l'activité économique et qui m'ont demandé il y a 2-3 semaines de voir comment on pourrait éventuellement chercher avec eux. Parce que voilà un bon exemple d'un hameau. On mangeait à table au Festival des Passages et il y a une des personnes qui me dit, mais en fait, dans le modèle dans lequel on est, j'ai l'impression que si je construis une famille, j'aurai jamais assez d'argent. Parce qu'ils sont tellement en communauté, en ceci, on fait en commun, on partage. En fait, elle me dit, mais j'aimerais bien démarrer un resto dans le lieu. Et du coup, comment est-ce qu'on fait? Et en fait, ils se sont rendus compte que c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'alors, c'est qui qui a les revenus? Parce qu'au final, c'est sous le lieu en commun. Mais du coup, mais si c'est moi qui travaille, est-ce que c'est moi qui fais tous les sous? Et donc voilà, c'est typiquement un projet copain qui va voir le jour. C'est Oui, de oui. travailler avec eux, s'ils acceptent qu'on mette une offre, de travailler avec eux, de voir comment est-ce qu'on construit une activité économique sans être dans cette idée de en gros, l'argent est sale, l'argent est... Parce que non, ce sont des jeunes foyers qui veulent avoir des enfants, qui se rendent compte qu'ils ont besoin des revenus. Et elle me l'a clairement dit. Je me demande si un jour je vais pas être poussé à quitter mon écolieu, parce qu'en fait, dans le mécanisme de lequel je ne peux pas avoir suffisamment de finances pour soutenir un foyer. Et donc, je ne pourrais pas construire un foyer, ce qui est une absurdité, puis c'est une croyance. On peut Oui, très c'est dans incroyable. l'écolieu, ça n'a aucun, il n'y a aucun lien. Mais la réalité est quand même très claire. En industrie, il y a de l'argent. Et dans les écolieux, souvent, on vit très simplement avec quasi rien. Mais les deux, pour moi, sont pas incompatibles. Sont absolument pas incompatibles. Aujourd'hui, c'est étonnant, mais il y a quelque chose qu'on emmagasine en nous qui est non explicable. En fait, le fait de vivre ces expériences, ça finit par créer en fait des croyances qui sont différentes de ce qu'ils peuvent vivre en entreprise. Parce que quand on est tellement pris dans un modèle, on a tellement tout le temps les mêmes expériences et ça nourrit en final nos croyances. En fait, de réexpérimenter à chaque fois les mêmes fonctionnements, ça nourrit nos croyances. Et donc, pour moi, c'est sûr d'avoir une vie assez alternative d'une certaine manière. Quand j'arrive dans ces entreprises, j'ai l'impression d'être un peu l'extraterrestre en arrivant chez eux. Parce qu'effectivement, je vis des choses très différemment. Et donc, quand je leur parle, je me dis, mais non, mais ça fonctionne. Ils me regardent souvent avec des grands yeux en disant, non, attends, c'est un monde des bisounours. Ça. Et au début, c'était dur pour moi. Parce qu'au début, quand je venais avec ça, ben, effectivement, je doutais. Je me dis, mais je dois être sur mon nuage, je dois être décalé par rapport à la plupart des gens. En fait, au fur et à mesure de vraiment les vivre, en fait, je sais que c'est possible. Je le sais profondément, mais je le vis autour de moi. Je le vis avec mes enfants, je le vis dans des écolieux, je peux le vivre. Et, et ça renforce clairement mon positionnement dans les entreprises, parce qu'aujourd'hui, je suis plus gêné, je ne vais plus me cacher, de me dire, mais non, c'est un choix que vous posez, de poser vos décisions de manière hiérarchique, c'est un choix, mais vous pourriez faire vos décisions en consentement. Les deux sont possibles. Et je suis tout à fait prêt à l'assumer, parce que je vois typiquement au début comme c'est possible. Il y a plein de décisions qui sont prises au consentement. Euh, et donc, j'ai typiquement pour Léonidas, qui est une grosse entreprise belge qui vend du chocolat, pour ceux qui connaissent. Et donc, eux, ça fait 2-3 ans que je les accompagne en tant que responsable au changement, donc accompagnateur au changement de l'entreprise. Ouais. Et au début, je pensais aller à deux endroits et puis je me suis réajusté par rapport à leurs besoins, à ce qu'ils voulaient. Et en fait, on se rend compte qu'on ne parle jamais assez au début. Mais néanmoins, on a fait des très beaux projets ensemble.
On a fait un très beau projet ensemble parce que déjà, il y a plus de 250 personnes qui ont déménagé d'un endroit à un autre, à 30 km. Il y a une nouvelle usine qui s'est construite aussi, avec de la technologie avancée, etc. Et en fait, il y a plein de petites briques qui se sont mises. Comment est-ce qu'on a créé de la transparence? Comment est-ce qu'on crée des modèles? En fait, c'était vraiment dans un modèle très à l'ancienne, où tu avais quelqu'un qui décidait et quelque part, on cachait un peu tout et ça arrangeait tout le monde. Et donc, quand on met typiquement des programmes informatiques en place qui montrent en fait où on en est, qu'est-ce que les gens produisent, à quelle vitesse ils produisent, et non pas pour les contrôler, et ça c'est toujours le message que je passe, quand on met ces outils en place, c'est non pas pour contrôler, mais c'est pour qu'ils puissent s'auto-évaluer en fait les gens. Parce que qui sait, qui a l'ouvrier qui a fait le chiffre du matin par rapport à l'ouvrier qui a fait le chiffre du soir, qu'est-ce qu'il en sait s'il a produit de la meilleure qualité? Qu'est-ce qu'il en sait s'il a produit plus ou moins que l'autre? Et c'est souvent des choses sur lesquelles on juge. Mais les gens, en fait, sont souvent contents de pouvoir se comparer et de voir qui s'améliore aussi. Et donc, une fois qu'on est dans cette démarche, mais le risque de mettre ces outils en place, c'est que ça peut être utilisé par l'hiérarchie pour contrôler. Naturellement, là, on perd toute l'efficacité de ces outils et ça n'a aucun sens. Et en fait, c'est dommage pour l'entreprise. Si c'est ça qu'ils font, et je le dirai au chef d'entreprise, je dis, ça va être dommage parce que si tu fais ça, tu vas perdre la confiance de tes gens. Et alors, je crois que ces outils sont inutiles parce que les gens sont super malins pour les contourner et les faire fonctionner comme ça les arrange. Il faut être réaliste avec ça. Il y a un moment, en fait, les gens trichent, en fait, tout simplement. Alors que quand ils restent dans la confiance, à un moment, ils s'auto-évaluent. Et du coup, ce qui est merveilleux, c'est que les gens qui à la base, les contrôlaient, les évaluaient, les ceci, en fait, il n'y a plus besoin. Parce que pour moi, souvent, la grosse majorité de gens qui sont en entreprise sont très raisonnables, en fait. Sont très, très raisonnables. Quand tu leur fais confiance, quand tu leur apportes du support, quand tu leur apportes des outils, tu vois qu'en fait, ils s'auto-évoluent, ils s'auto-gèrent, ils s'auto-améliorent, et donc toute l'entreprise est gagnante. Et voilà, c'est un vrai travail de fond, et c'est là où c'est un peu, il faut y croire, en fait, parce que c'est difficile quand on a un exemple qui nourrit en fait une vieille croyance qu'on ne peut pas faire confiance, que ceci, c'est tous les mêmes discours qu'on entend, hein. Les chefs vont dire que les gens qui n'ont pas assez évolué, qui ne comprennent pas, qui ne peuvent pas ceci, ce qui pour moi est complètement faux. Et qui veut Une base ouvrière qui va regarder son chef en disant ce sont des arnaqueurs, ils vont tout tirer de leur côté. ouais, Et les oui. deux sont faux, les deux existent, mais les deux sont faux intrinsèquement parce que c'est jamais tout à fait l'un ou tout à fait l'autre. Mais les deux, effectivement, c'est pas pour rien que ça existe, c'est parce que quelque part, il y a quelque chose de ça qui est pour moi dans notre système et dans notre éducation plus qu'autre chose. Et Mmh. travailler avec eux petit à petit. Et j'avais un bon exemple il n'y a pas longtemps avec un ouvrier qui travaille là depuis 30 ans chez Leonidas. J'ai passé 1 heure et demie à parler avec lui parce qu'il râlait. Il râlait sur plein de choses. Rien n'était bien, tout était raté, et on n'avait pas assez Oh communiqué. là, hein. Mmh. Un classique, un classique. Mais un garçon que j'aime beaucoup, ça fait 2-3 ans que je le connais. Et à un moment, je lui ai dit, mais pourquoi tu t'es jamais mis à ton compte? Bah oui. Parce qu'il est super doué. Le garçon est super doué, il connaît toutes les crèmes, les chocolats, etc. Donc il aurait pu être pâtissier, il aurait pu faire son truc, il aurait pu être hiérarchie. Et là, il a dit: «Non, mais j'aime la marque», et je voyais qu'il fouillait un peu. Mais j'ai dit: «En fait, qu'est-ce que tu peux regarder chez toi qui fait que ça fonctionne comme ça?» Et en fait, après, on est parti et je voyais que ça le titillait un peu, quoi, cette discussion. Mais le lendemain, après, on se recroise dans les couloirs et on voit qu'on fait un bon hug et il se dit: «En fait, la discussion d'hier nous a fait grandir et on évolue». Et je crois, moi, c'est là où je retire tout mon plaisir à mon boulot. C'est d'avoir ce genre de conversation, de mettre des outils en place et de voir qu'en fait, petit à petit, chacun, on bouge, on évolue, on avance. Et j'ai pas besoin que Leonidas demain soit en gouvernance partagée. Ils ne le seront pas demain. Ils n'ont aucune intention là-dessus, même Ouais. si j'en rêvais tout au début quand je suis arrivé là. Mais en fait, je suis super satisfait de certaines choses qui ont bougé et de voir qu'en fait, il y a des petites étapes qui sont passées, qui j'espère vont continuer à se construire et petit à petit vont évoluer vers là où ils ont envie d'aller. Souvent, en fait, ça ne va plus dans ces grosses entreprises. Et je crois que Non, souvent, c'est en fait, vrai ça. Mmh. on doit être honnête, ils attirent plus beaucoup. S'ils évoluent pas, il y a beaucoup de grosses entreprises qui ne donnent plus envie. D'ailleurs, quand vous allez, si vous allez à une soirée de la CCI, Chambre du commerce et autres, vous allez entendre certains dirigeants dire que les jeunes ont la flemme, les jeunes ont ceci, les jeunes ne veulent plus travailler. Moi, je n'y crois pas un instant. Mais les jeunes, en fait, s'opposent à un certain fonctionnement. Ils veulent Ils veulent plus. pas ce système-là. Oui, les choses ont évolué avec internet, avec plein de choses, et c'est clair. Il y a des jeunes, alors il y en a peut-être des jeunes qui n'ont pas envie, et cetera. Il y a plein de jeunes qui disent juste stop en fait. Non, Mmh. moi je veux pas une vie comme ça, je veux plus aller vers ça. Et Mmh. si les chefs d'entreprise n'écoutent pas ça, ils peuvent se raconter toutes les belles histoires qu'ils veulent, mais à un moment ils appellent quelqu'un d'extérieur parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'arrivent plus à recruter, qu'ils ont trop d'ennuis,
que leur projet double en budget, qu'ils triplent en temps. Et en fait, je crois que c'est souvent le moteur numéro un, c'est que leur espèce de dysfonctionnement à certains moments, s'ils n'ont pas assez évolué, ils n'arrivent plus à attirer. Et même des sous ne changent plus rien aujourd'hui. Et ça, j'en suis convaincu, de plus en plus de jeunes, on peut les attirer jusqu'à un certain stade avec des sous, mais à un moment, en fait, les sous ne fait plus tout. Et il y a vraiment pour moi, il y a vraiment une jeunesse, et ça me donne beaucoup de confiance, qui cherche du sens, qui cherche autre chose. Mais en fait, c'est difficile de perdre ses privilèges, surtout Exactement. si on n'arrive pas à se connecter avec la joie que ça donne de perdre ses privilèges. Ouais. Et je pense que c'est vraiment le message qu'on veut faire avec Passage et avec les copains, c'est en fait accompagner les gens à se rendre compte à quel point c'est bon de partager ses privilèges, en fait. Au moment où on sent, parce que moi j'ai été terriblement touché au tout début de ma carrière, de 2-3 chefs d'entreprise qui m'ont tous les 3 dit en fin de projet, moi souvent je faisais des projets puis je quittais, et j'avais souvent un bon moment à la fin parce qu'ils savaient que j'allais partir, donc les langues se délient un petit peu à ce moment-là et on ose dire des choses qu'on n'aurait pas dit à quelqu'un avec qui on va continuer à travailler. Moi je partais sur d'autres projets, vers d'autres horizons. Et j'ai eu 3 chefs d'entreprise qui m'ont dit à peu près la même chose, avec des mots différents, et souvent après un petit verre de vin ou deux, et où on parle un peu plus famille, enfants et tout. Et ils me disaient: «Grégory, tu as l'air très ambitieux, mais sache que plus tu montes, plus tu seras seul». Ça m'a fracassé. La première fois, Ouais. je me suis dit que le pauvre garçon, il avait un problème avec sa femme et tout, parce que il faut se raconter une histoire à ce moment-là, parce que vu que j'étais en train d'aller vers ça, je ne pouvais pas l'accepter comme ça. Donc la première fois, je me raconte une histoire. La deuxième fois, je me dis: «Oh, c'est quand même dur de d'entendre ça 2 projets de suite». Et la troisième, je me suis remis en question réellement. Et en fait, moi, Mmh. j'ai pas envie d'aller là. J'ai pas Bah envie de terminer tout seul. Et donc, je crois que pour moi, lâcher de ses privilèges, c'est recréer du lien. Et s'il y a une chose, je crois que l'humain a besoin le plus, c'est de se sentir en lien, de se sentir utile, d'avoir du sens. Pour moi, je crois que c'est là où on sent vraiment de la joie intérieure. Et c'est, je crois, ce qu'on travaille avec les passages. C'est de dire, OK, en fait, quelqu'un qui arrive avec plus de sous sur un écolieu et qui partage ses sous avec quelqu'un d'autre qui a avec moins de sous, en fait, le lien que ça crée, ce partage, cette participation, cet échange, c'est tellement puissant, en fait, et ça donne c'est pour moi inexplicable. Ça donne quelque chose intérieurement qui est tellement fort. Et ça peut se faire par étapes. On n'est pas obligé de tout lâcher du jour au lendemain. On peut le faire par étapes et petit à petit sentir qu'en fait, ça nous fait du bien de lâcher nos privilèges. Et je crois qu'une fois qu'on est rentré dans ce mécanisme, en fait, on a du mal à arrêter. Enfin, je me demande à quel point ça n'a pas plus de sens d'être utile et à sa juste place et apporter là où on peut apporter chacun avec qui on est. Et c'est sûr, aujourd'hui, j'ai 40 ans et j'ai une expérience dans des domaines où je peux apporter des choses qui me font vivre aussi, soyons honnêtes. Il y a aussi une partie financière. J'ai 5 enfants. Et donc, voilà, je remets vraiment depuis une bonne année, je remets en question. Est-ce que c'est peut-être tout à fait juste de vouloir absolument quitter son tas alors qu'il y a des choses que j'aime vraiment profondément? Dans les domaines industriels, il y a des choses qui sont passionnantes, qui sont vachement intéressantes. Mais comment trouver sa juste place dans ces entreprises? Parce que je ne supporterai plus me mettre en tant que salarié chez eux et accepter des abus d'autorité, des trucs hiérarchiques. Mais en tant qu'extérieur, me dire: «OK, je travaille projet par projet, on réajuste au fur et à mesure, on prend des engagements, on réajuste au fur et à en fonction». Je me dis peut-être qu'en fait, c'est peut-être ma juste place de pouvoir ouais. être dans des domaines très différents et de planter des graines et Mmh. d'accepter. Et pourquoi j'en suis là? Je crois que c'est parce que j'ai dû justement aller j'étais un peu découvrir les choses des écolieux et des choses, on dirait, plus hippies, Mmh. mais toujours plus belles. C'est ce que je vous ai dit plus tôt, elles sont pas toujours plus belles. Et alors moi, je peux moi, je suis très enthousiaste de principe, donc je peux qu'être convaincu que ça peut fonctionner. La question, c'est dans combien de temps? Et qu'est-ce qu'on va franchir comme étape pour y aller? Après, est-ce que c'est nécessaire? On peut se poser la question aussi, mais moi, humainement, en fait, le self-management, comme l'est écrit dans le livre de Frédéric Laloux, ça me paraît la base, en fait. Devenir souverain, chacun, individuellement. Merci. Devenir autonome et souverain. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau d'être souverain, de se sentir autonome, de se dire: «OK, en fait, je me gère, mais je suis content de partager avec d'autres». Et ça, pour moi, c'est la souveraineté et l'interdépendance. Le jour où on est dans ces 2 thématiques-là, pour moi, Mmh. j'ai du mal à croire qu'on est pas heureux, en fait. Pour moi, quand on n'est pas heureux, c'est quand justement on se sent un peu soumis ou on se sent justement, et là, prenons la relation, on en a parlé, on a parlé par rapport aux enfants et aux parents. Qu'est-ce que c'est dur de sentir qu'on nous touche nos limites et qu'à un moment on prend le dessus sur notre enfant, tout Ouais. simplement parce qu'en fait, on est au-delà de ce qu'on peut faire, Une en fait. réponse? Oui, au niveau de l'État, moi honnêtement, je ne voudrais pas être président, ministre ou autre. Et de voir, sauf si justement je suis vraiment dans un état de servir, en fait, de servir les gens. Mais si je suis là pour imposer, leur dire ce qui est bien, leur dire ce qui est mal,
Waouh, je sais déjà comme ça dans mon corps que je me sentirais pas bien. Donc moi, je veux pas aller là, sauf si c'est pour servir et de se dire: «OK, on met des mécanismes en place, on met des choses pour aider les gens à grandir, à devenir souverains et à être interdépendants et à choisir de qui et avec comment ils veulent fonctionner, en fait».